On vient d'arriver en Suède. On a mangé quoi? On a mangé Pizza Hut. Génial. Yo les gens, c'est parti pour 2 semaines de vacances en Suède. Bon, des vacances pas tout à fait, car à la base je suis là pour le colloque Primo, un colloque scientifique. Et ouais, je pèse mon gars. Bon, j'y présente un poster sur une des manips que j'ai fait dans ma thèse. Pour l'instant on est à Göteborg. Mais est-ce que vous avez vu ce cadre? Oui, je suis en plein centre de Göteborg, la 2e plus grande ville de Suède. Et vraiment, il y a trop de verre ici, c'est un truc de fou. Donc vous imaginez pour la suite, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir comme bestiole? Surtout que le délire, c'est que là, on est 4 jours à Göteborg, ok. Mais qu'est-ce qui se passe après? Road trip, dont 2 parcs nationaux en Suède. Ça promet, mesdames et messieurs. Avec le colloque, on avait la possibilité de faire le tour de la ville en pas d'âne. Göteborg est la 5e plus grande ville des pays nordiques et la 2e de Suède après Stockholm. La ville actuelle n'a été fondée qu'au début du XVIIe siècle par le roi de Suède Charles IX, dans l'objectif d'en faire un grand port vers l'ouest. Cette sortie sur l'eau était l'occasion de croiser les premiers animaux du séjour. Après ce petit tour, direction l'Universeum de Göteborg, un immense centre de sciences en plein cœur de la ville. C'est là que se déroulait le banquet du colloque. Et avant ça, on a eu le droit de faire une visite. Allez! Ça le petit virus. C'est un bactériophage ça. Ah ben c'est bon, ma douche est prise là. Super, impeccable. Ah oui d'accord. Tu m'as approché mec! Ça rentre dans mes chaussures! Ah mes chaussures. Oh merde, attends, c'est les seules que j'ai. Bon en tout cas on était au banquet là, le banquet du colloque. Le cadre était sympa mais voilà, sans plus. Enfin si, le cadre était sympa, on a vu des oiseaux tropicaux quoi. On arrive à l'hôtel. Après une dernière journée de colloque très intense en conférence, ou la dame au pigeon, j'ai rejoint Marie pour aller se balader dans les nombreux parcs de Göteborg.
Qu'est-ce que tu filmes? C'est une grive licorne. Premier filière du séjour, et là le premier tétra du séjour. Ah, la bonne bière suédoise. Ok, du coup le colloque Primo est fini, et maintenant on reste 2 jours sur Göteborg. On fait le muséum d'histoire naturelle de Göteborg qui est assez réputé, et on fait en même temps l'énorme parc qu'il y a juste à côté et qui est vraiment le poumon vert de la ville. Oh, il y a des petites grives là. Oh, les petites grives. On est au muséum d'histoire naturelle de Göteborg. C'est vrai que les mises en scène elles sont super. Tortue. Oui, tortue. C'est bien. Faire de vous. Oh, le grand tétra. Faites votre baptême. Non, je l'ai déjà baptisé. Avec mon pote le Jipette. Goéland argenté. Macaremoine. Fou de bassan. Peut-être ce truc là à la fin du séjour. Peut-être, peut-être. On en aura croisé quelques-uns des garrots à Eider, et à chaque fois, des femelles. C'est un canard largement répandu à travers l'hémisphère nord, qui niche principalement dans les forêts septentrionales de Scandinavie et du nord de la Russie. C'est un excellent plongeur, atteignant 7 mètres de profondeur. Il mange invertébrés, algues et graines de plantes aquatiques. Comparé aux autres canards, le garrot à Eider est peu grégaire, ce que je peux confirmer car à chaque fois, ils étaient alone. Coucou. Peut-être que si j'avais pas eu mes docs, je me serais peut-être fait la cheville. Faites voir votre bobo. Ah oui, gros bobo. Gros bleu. De l'autre côté aussi, regardez. Ah oui.
Oh le cochon, oh le cochon. Bon bah premier élan coffret en pleine nature, il est là-bas. C'est un Pique et pêche. pique et pêche. Ah, il est magnifique. C'est un grimpe pro là, tout en bas, tu vois, qui grimpe là. Bon bah nous voilà sur l'archipel de Göteborg. On est sur l'île de Vrongo. C'est une des plus grandes îles de l'archipel avec un peu plus de 300 habitants. Et bonne nouvelle pour nous, il y a 2 réserves naturelles. Donc on va se faire des petites randonnées là ce matin et cet après, mais on va essayer d'observer principalement de l'oiseau je pense. Allez, c'est parti. Première fois que j'emmenais ma GoPro en voyage et forcément il fallait que j'essaye de la mettre sous l'eau. Bon, c'était pas foufou, il y avait quasiment rien à voir à part des algues et une méduse crevée. Promis, bientôt je vais développer le côté sous-marin dans les futures expéditions. Yo bébé noisson. Première observation de la bernache nonnette pour nous.
C'est un oiseau migrateur qui niche dans les îles arctiques autour du Groenland, au Svalbard, en Nouvelle-Zambie et autour de la mer Baltique. Elle se nourrit principalement d'herbes poussant près de la côte, mais elle peut aussi manger des algues et des crustacés. La reproduction a lieu au mois de mai, dans un nid souvent placé sur une falaise rocheuse, ce qui oblige les petits à se jeter dans le vide avant d'apprendre à voler. On a un autre à droite. Trop bien. Le lapis en haut, le huîtrier pied en bas. On en avait fini avec Göteborg et son archipel, et dès le lendemain, départ pour un road trip. Les effets tombés. Content? Première fois que je conduis une automatique. Hein. Ça va? Pas trop stressé? C'est un peu galère, hein. Mais c'est simple. Et c'est parti pour 2 heures de route, on arrive vers 13h. Allez, j'espère qu'on va avoir des petits éders à duvet là. Des idées. Pendant le trajet pour Kullaberg, on a fait une petite pause histoire d'admirer le paysage. Quelle ne fut pas ma surprise de croiser ma bestiole fétiche du séjour, l'eider à duvet. De base, j'aime bien les canards, mais quand j'ai découvert l'existence de cette espèce, c'est limite devenu mon oiseau préféré. C'est un gros canard plongeur qui doit son nom à une pratique ancestrale. Les hommes récoltent le duvet dans les nids après le départ des petits, afin de confectionner des vêtements chauds et des édredons. C'est genre considéré comme le matériau ultime pour le garnissage des machins confortables. Allez, pour une couette de 2 mètres sur 1m40, vous en avez pour dans les 4000 balles. On reconnaît facilement le mâle eider à duvet, avec sa calotte noire, sa nuque et les côtés du cou verdâtres, ainsi que ses joues blanches. Par contre, sur ce plan, vous avez seulement des canetons avec des femelles qu'on ne peut pas louper, avec leur plumage brun foncé barré de noir. On retrouve l'eider à duvet dans le grand nord de l'Europe et de l'Amérique du Nord, à la limite de la banquise, même si certains individus ont déjà été observés plus au sud. Oh yes. Ah, il y a le cormoran qui les a jartés. J'ai tout filmé. Ouais, il en a jarté 2. Il y en a qui l'a balancé à l'eau. Il a jarté le dernier. Yo, nous voici à Kullaberg, tout au sud de la Suède. On est vraiment pas loin du Danemark, qui est d'ailleurs juste en face de moi, tout là-bas. On était censé à la base faire une sortie pour aller voir des marsouins, une sortie en bateau en mer. Mais finalement ça a été annulé, j'ai pas trop compris les raisons de l'annulation, tant pis.
Mais du coup, bah, on est à Kullaberg et bon, il y a des petites balades sympathiques le long du littoral. Allez, vas-y, tape un salto. Alors là, c'est très comique. Comme je l'ai dit, à la base, on était venu à Kullaberg voir des marsouins en bateau. Mais bon, ça n'a pas pu se faire. On était ici, au spot du Petit Phare, avec une super vue. Et au moment de décaler, je jette un dernier coup d'œil. Et c'est là que je vois un immense attroupement d'oiseaux marins, majoritairement des goélands et des cormorans. Ouais, il y en a. Oh bah j'ai un plan nickel là. J'ai un plan magnifique. Hein? On les a observés quelques minutes, c'était super cool, mais sur le coup, je n'ai rien capté. C'est une fois de retour en France, quand j'ai regardé les photos sur mon ordi, que j'ai vu ça. Un aileron de marsouin. A mon avis, les cétacés devaient être en train de chasser des bancs de poissons, ce qui les a fait remonter vers la surface et explique pourquoi tous les oiseaux se sont précipités d'un coup dans cette zone. Alors au final, est-ce qu'on a vu des marsouins ou pas? Bah je vous laisse décider. Bon, c'est parti pour la visite des grottes. Il y a de la pente. Oh les... Oh putain. Elle est bien la grotte? C'est une grotte de Clodo. Une grotte de Clodo? Ah, faut remonter tout ça. Bonjour. Essaye d'installer le pied un peu sur ma droite si tu arrives. C'est qu'on est en plein milieu de la route. Non mais sur ma droite un peu. Ouais, par là. Après Kullaberg, quand on était dans la voiture pour revenir vers notre hôtel situé à quelques kilomètres, Marie a repéré un animal sauté sur le bord de la route. J'ai fait demi-tour, me suis garé tout doucement, j'ai sorti l'appareil et après avoir scruté les hautes herbes pendant quelques instants, je suis tombé sur cette petite tête de lièvre tout apeurée.
Puis j'en ai profité pour jeter un coup d'œil aux alentours. Wouah, tous les talitres. Alors, votre ressenti après cette défaite? Il n'y a plus de challenge. C'est nul. Le challenge, c'était avec les chaussures. Hein? Un tété pour le gnôtte. Oh les tétés. Bon bah, go au parc national de Mousse aujourd'hui. Et nous voilà dans le parc national de Stormos, au sud de la Suède. C'est parti! On a logé 2 nuits dans un dortoir au milieu du parc. Pas d'eau, pas d'électricité, mais pas cher du tout et super immersif. Aïe! Oh, il est trop bien placé là. Oh, si j'avais mon appareil. Il y a un pic qui pêche juste là. On doit être à même pas 10 mètres. Tu le vois là? Tu le vois? Putain, c'est dommage. Pas mal comme ça? Bon, si on s'enfuit face à un prédateur, tu seras le premier à mourir. Ah oui? Ouais. Mourir? Ouais. Voici d'ailleurs notre premier prédateur de l'expédition, un écureuil roux. Le premier d'une longue série, un redoutable carnivore au sommet de la chaîne alimentaire de la forêt. Mieux valait ne pas s'en approcher. Tu filmes là? On y est pour 2 nuits. On est dans un dortoir avec des lits superposés. Mais bon, ça va être grave cool. Et on a déjà vu pas mal de petits trucs là, alors que ça fait même pas 20 minutes qu'on se balade. C'est notre tout premier du voyage. Et il me fixe en plus. C'est un élan noir, court sur pattes, sans bois. Putain, il est marrant cet élan. Vous êtes content de voir votre premier élan? Je suis très fan, j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. On arrive à l'observatoire. Yes!
Eh mais attends, il a un petit. Enfin, elle a un petit. Il y a un bébé. Il est en train d'allaiter. Enfin, elle est en train d'allaiter. Regarde, si tu regardes entre ses pattes. Franchement, mon zoom va pas aussi loin. Si tu regardes entre ses pattes, il y a un petit qui tète. Stylé. Ouais, c'est des grues. La star du parc de Stormos, c'est clairement la grue cendrée. On en aura vu un paquet. En même temps, avec ses 1,20 m au garrot pour une envergure de plus de 2 mètres, elle ne passe pas inaperçue. C'est un oiseau migrateur qui parcourt plus de 2500 km et qu'on repère aisément en train de voler, de par la forme en V ou en Y de ses vols migratoires. Leur vitesse peut atteindre 90 km/h. Et en vol, les grues, ça crie. Ça, je peux vous le confirmer. On les entendait de loin dans tout le parc, quasiment tout le temps. Elle se nourrit d'invertébrés, de graines et d'herbes. Les populations passent l'été dans les pays du nord de l'Europe pour la reproduction. Donc typiquement la Norvège, la Finlande et bien sûr la Suède. Puis en hiver, elles décalent en Afrique du Nord ou en Espagne, voire même en France ou en Allemagne ces dernières années à cause du réchauffement climatique. Dans tous les cas, on les observe souvent par chez nous, lorsqu'elles font des haltes pendant leur migration. À savoir que les couples de grues cendrées sont unis pour la vie. Là, c'est un vanneau huppé. Il y a un vanneau huppé juste derrière la grue cendrée. Alors, Attends, c'est des moustiques tous les trucs qui volent autour de nous là? je sais pas. Je les vois pas, moi. Genre en face, là-bas. T'as un arbre mort et t'as un aigle dedans. Mais il est super loin. Il est vraiment super loin. Là, je suis à fond sur le zoom, je peux pas zoomer plus que ça. Quand pas longtemps après ça, on a repéré d'autres rapaces, mais beaucoup plus près et en mouvement cette fois, j'étais aux anges. Oh. Quoi? C'est un balbuzard pêcheur, je crois. Pour une envergure d'environ 1,50 m, le balbuzard pêcheur est un rapace piscivore ultra spécialisé, puisque près de 99% de son alimentation est exclusivement composée de poiscaille. Il repère ses proies au-dessus des grandes étendues d'eau comme les lacs. Puis il plane un court instant, avant de plonger soudainement d'une hauteur de 10 à 50 mètres, les serre en avant afin de capturer sa proie. Il ferme ses narines afin d'éviter que l'eau n'y pénètre lors de la plongée. Après ça, l'anatomie et la rugosité de ses puissantes serres font le boulot, lui permettant de saisir les poissons glissants. On a même eu la chance fabuleuse d'assister à une capture ainsi qu'à une dégustation à terre. Le balbuzard pêcheur est une espèce cosmopolite qu'on retrouve dans une grande partie du monde, mais qui est malheureusement en régression un peu partout. Il y a un petit chevalier derrière lui aussi maintenant. Bon bah premier tour à l'observatoire.
On a vu des balbuzards pêcheurs, un aigle perché sur son arbre mort, plein de grues cendrées, un chevreuil, puis des vanneaux huppés, des chevaliers, des moustiques, mais pas mal pour une première. Vous vous rappelez quand j'avais parlé des nécrophores dans la vidéo sur les coléoptères? Et bah banger. Oula. Mon papy m'a toujours dit de pas rentrer dans les enclos des vaches. Bonjour les vaches. Bonjour les vaches. Pardon. Pardon. On fait comment? Bon allez, suis-moi. T'as peur des vaches? Si c'est ça avec les vaches, j'imagine pas les loups moi. Une fois revenu de l'observatoire, et après avoir mangé un bout, on a décidé d'aller faire une petite balade autour du dortoir à l'heure bleue afin de voir si on croisait des bestioles. Je l'ai en train de passer. Non, il ne voit pas. Je vois super bien son cul là. Putain, vous avez foiré notre position, mais putain. Et en fait, on s'est fait cramer notre position auprès du brocard par un gang de vaches. C'est la 3e fois qu'elles essayent de nous encercler. On commence un petit peu à flipper en vrai. Qu'est-ce que t'as vu? Nous voici le matin dans la forêt et on retourne à l'observatoire. Première observation du cygne chanteur. On le distingue aisément du cygne tuberculé de par son bec jaune clair avec l'extrémité et les bords noirs. Il se nourrit de végétaux aquatiques, d'herbes et pourquoi pas de petits invertébrés. On les appelle comme ça parce qu'ils chantent. Très caractéristique, le cygne chanteur a un cri claironnant, genre on dirait littéralement une trompette. Il vit principalement dans les lacs, la toundra et les vastes tourbières de la taïga d'Eurasie. On le retrouve surtout en Russie, en Scandinavie et en Islande. Après ça, on a décidé de faire la plus grande randonnée du parc de Stormos, qui fait tout le tour du grand lac de Kasvon. Un sentier de 12 km, vous le voyez en rouge sur cette carte. Ça fait des heures qu'on entend le coucou, mais on le voit pas, j'en peux plus. Ouh. What the fuck? What the fuck? C'est normal ça? Si jamais on se fait dévorer par des ours, je lègue ma canouche vide de Mégadémon à mon ami Pedro. Je lègue ma collection de mangas à Toto.
Et je lègue toute ma collection à l'eau à pas le bouger pour qu'il puisse un jour s'améliorer et me battre. Même si je ne serai plus là du coup. Un élan. Voici le seul arachnide présenté lors de cette expédition en Suède. Franchement, je surkiffe les Dolomedes. Ce sont des araignées inféodées aux zones humides, donc typiquement le grand marais du parc de Stormos est parfait. C'est des bestioles plutôt balèzes, avec une envergure qui peut atteindre 7 cm de long. Ici vous avez une belle grosse femelle qu'on reconnaît à son large abdomen. Et là, un mâle qu'on ne peut pas louper avec ses pédipalpes bien développés. Généralement, les Dolomedes attendent percher sur la végétation émergente avec leurs pattes avant à la surface de l'eau, leur permettant, via leur système sensoriel de soie présent sur leurs pattes, de détecter les vibrations produites lorsqu'une proie est à proximité. Lorsqu'elles repèrent une proie, les Dolomedes sont même capables de courir sur la tension superficielle de l'eau. Elles sont également connues pour chasser sous l'eau, en se déplaçant le long des tiges des plantes pour atteindre leur proie, pouvant s'attaquer à des petits poissons ou des têtards. On en a observé des dizaines qui prenaient le soleil sur notre chemin. D'ailleurs, ce n'étaient pas les seuls à en profiter. Puis un tout petit peu plus loin, on a eu l'extrême chance de croiser le majestueux macaon, dont je vous ai parlé dans la vidéo dédiée aux lépidoptères. On a trouvé un joli macaon. Magnifique. J'ai une mouche. Ah non, j'avais attrapé une mouche. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé là tranquillement, on a vu des grues, d'ailleurs on les entend là. Et après ça, il y a une famille suédoise qui se ramène, ils restent derrière nous un petit moment. Et au bout d'un moment, il y a le gars derrière, il me fait « Do you see the elk ?» Je fais « Comment ça l'élan? Nous on est en train de regarder les grues depuis tout à l'heure. » Je dis « Bah non, on n'a pas vu d'élan, je pense pas qu'il y ait d'élan. » Et en fait le gars, à l'œil nu, avec son iPhone peut-être, je ne sais pas, il a repéré un élan qui était tout là-bas, mais genre impossible de le voir à l'œil nu. Et surtout qu'en fait, on a mis presque 10 minutes à le trouver, nous, avec notre zoom ultra puissant, avec les deux appareils. Yes, it is an elk. Really? Yes. Not a male, I think. Do you see him? Female? Yes, I think Oh, a yes. female. Come on, Maria. Ah mais il y en a un deuxième. Là je vois sa tête, viens voir, viens voir. Là il y en a un deuxième, tu vois ou pas? Ja, mich wundert dass ihr das nicht drauf könnt mit eurem Handy. Probier du es mal, ich habe gerade viel geschickt. Vielleicht kannst du es mit meinem Handy besser. Ouais, je le filme en train de manger là. Hein? Le film en train de manger, il me regarde. Ouais, ils sont vraiment super loin. Mais j'y croyais pas, tellement qu'on a cru que c'était une arnaque à l'élan, genre avec un pote à eux déguisé en élan qui faisait genre, et puis derrière ils chouraient dans nos sacs, mais non en fait il y avait bien deux élans. Du coup première observation de l'élan en Suède, mais c'était de très très loin, j'espère qu'on en reverra, mais déjà c'est cool. Vous avez bien aimé les élans? Trop loin. Et ça c'est le Natureum du parc. Il est vraiment stylé, vous allez voir. Petite zone d'observatoire dans le Natureum aussi. Bon, j'ai regardé, pour l'instant on voit vraiment que des grues, mais c'est déjà cool.
Ça, c'est de la bibliothèque naturaliste. Avec un petit piquet pêche. Là, il y a une belle collection naturaliste aussi. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut carrément observer toutes les petites trouvailles au microscope. Voilà, star du parc. C'est vraiment la grue cendrée. Là vous avez le papillon qui sort de sa chrysalide et là vous avez le macaron. C'est parce qu'on a vu le macaron tout à l'heure. Il va aller dans le parc pour enfants. Et ça a l'air trop bien. Il y a quoi au fond? Ah oui, il y a que des pluches. Et l'ours, il a un petit peu un côté, un côté flippant là. Ouh, bel élan. Bon, on arrive au plus grand observatoire du parc. Ah ben attends, il y a encore 2 étages, mais il est super grand. On va tout en haut. Wow. Damn. Ça c'est l'observatoire. Ça observe dur là, hein. Une grue. Tortue. Tortue. Ouais, ça fait un peu Prince Noldor. Ouais. Quoi? Je suis pas stylé comme ça? Regardez ce qu'on a là. Un dôme de fourmis rousses. C'est une colonie de Formica rufa. Petite pause, car je dis une petite connerie. Techniquement, j'en sais rien si elles appartiennent à l'espèce Formica rufa. Ce qui est sûr, c'est qu'elles appartiennent au genre Formica, mais il faudrait que je prenne une fourmi et que je la regarde sous une loupe binoculaire pour être sûr qu'elle appartient à la bonne espèce. Donc il y a plusieurs espèces de Formica, elles ont une écologie assez proche, mais ici, on est obligé de s'arrêter au genre. Elles ont empilé des centaines de milliers d'aiguilles de pin pour former ce dôme sur plusieurs étages. À savoir que la colonie continue aussi dans le sol. C'est un truc de fou. Bon, ça se voit pas trop à la caméra là parce que les fourmis elles sont pas bien grosses, mais il y a énormément d'activité. Et surtout, bah là il y a toutes les autoroutes qui sont tracées via les phéromones de piste avec des milliers de fourmis qui s'en vont de tous les côtés. Vraiment impressionnant ce dôme, hein. La taille par rapport à ma main, vous imaginez le nombre de fourmis dedans. Et petite référence, c'est cette espèce là qu'on a dans les fourmis de Weber. Donc un kiff de voir ici un beau dôme en Suède. Content de voir des fourmis? Très. Ouh, c'est content ça. Et ça grouille, hein. Ça grouille, ça grouille, ça grouille. On retrouve les fourmis rousses dans une grande partie de l'Europe, en particulier dans les forêts de conifères. Comme beaucoup d'autres espèces de fourmis, elles sont capables d'éjecter de l'acide formique jusqu'à 25 cm comme moyen de défense. Elles mangent à peu près toutes sortes de proies, mais ce sont également des éleveuses de bétail. En effet, elles pratiquent le parquage de pucerons, puisqu'au printemps, les ouvrières bergères amènent les pucerons dans les arbustes, où ils peuvent se régaler, et quand l'automne arrive, les pucerons regagnent le nid des fourmis pour hiberner. En échange de la nourriture, les pucerons produisent du miella dont les fourmis raffolent. La plupart des fourmis rousses sont des espèces polygynes, ce qui signifie plusieurs reines. C'est-à-dire que souvent, après l'essaimage, les jeunes reines retournent dans leur fourmilière mère, où des ouvrières les placeront dans leur nouvelle colonie. Les fourmis rousses sont agressives et territoriales, ce qui conduit souvent à de véritables guerres avec les autres espèces présentes dans le biotope, notamment lors de la période des vols nuptiaux où chaque colonie tente de redéfinir ses frontières.
Y a un lézard? Il arrive! Ok, nous voilà enfin revenus au dortoir. On est parti à 7 h ce matin, il est actuellement 16 h, donc on a mis 9 heures pour faire 12 km. Ok, c'était sympa. On a observé plein de choses, dont le premier élan. Yes, ça c'est coché. Après cette grande balade, on a décidé de prendre la voiture pour aller faire un tour dans un autre endroit du parc. On arrive encore à un nouvel observatoire. Du coup, finalement, cet observatoire, deuxième fois qu'on voit un élan du séjour. On le voit sur la GoPro? Ouais, mais c'est tout petit. Puis en début de soirée, sur la route du retour, c'est carrément parti en safari photo. Là, je l'ai bien. De par sa taille, le chevreuil est considéré comme le plus petit cervidé d'Europe. Il pèse entre 18 et 25 kg. Le mâle est appelé brocard et la femelle chevrette. Le chevreuil est un excellent coureur et sauteur, ce qui lui permet de fuir immédiatement en bondissant lorsqu'il est dérangé. Il peut atteindre des pointes de vitesse de plus de 90 km/h. On le retrouve dans des milieux variés: bois, forêts de feuillus ou de conifères, clairières, bosquets à végétation herbacée, où il se nourrit habituellement d'herbes, de bourgeons, de feuilles, de glands et pourquoi pas de cultures de céréales. Coucou Bambi! Le chevreuil est sédentaire, sauf pendant la période de rut, où le mâle se déplace pour aller féconder un maximum de femelles sur son territoire. Pendant l'automne et l'hiver, il peut vivre en troupe allant jusqu'à 10 individus. Ah ouais! Tu filmes? Il en a une belle paire! A savoir qu'en l'absence de prédateurs naturels comme le loup ou le lynx, le chevreuil se déplace sur de plus courtes distances et est par la même occasion moins musclé. Ah bah là on a carrément le mâle et la femelle. Trop bien. En tout cas, les chevreuils dans le parc de Stormos, c'est pas ce qui manque. Le rythme d'activité du chevreuil est dit polyphasique, c'est-à-dire composé de plusieurs phases d'activité, dont deux particulièrement marquées, une au lever du jour et l'autre à la tombée de la nuit, ce qui est le cas ici. Ouais, ils sont vraiment curieux. Donc hier on a vu notre premier chevreuil du séjour, c'était dans l'observatoire, il était super loin mais on était super contents. Après
après, hier soir dans la pénombre, quand on est sorti autour du dortoir, on a vu un brocard. On l'a vu de beaucoup plus près, c'était trop bien. On s'est fait encercler par les vaches d'ailleurs après. Et là, on a fait un petit safari en voiture et on a vu quoi, je sais pas, une dizaine, quinzaine de chevreuils et genre 3-4 lièvres. Donc super content, mais on en a vu vraiment plein. Maintenant, il manque plus qu'un élan. Regarde là, on va écraser un élan là. Nous voilà revenus au dortoir. Alors, on est juste après le safari photo là. On est rentré au dortoir. Il va bientôt faire nuit, mais je me suis dit pourquoi pas faire une dernière petite observation. Parce qu'il y a un coin sympa avec beaucoup de visibilité sur tout le grand lac. Et il y a moyen de faire des observations sympas, peut-être de l'élan vu de plus près. Ce serait vraiment cool. Pour l'instant, j'essaye de pas me casser la gueule sur ces espèces de poutres en bois qui foutent partout pour servir de chemin. J'avoue que c'est sympa, mais quand il a flotté, bon bah on arrive au spot. Ok, il y a du chevreuil. Ok, il y a de la grue cendrée. Ok, je viens d'entendre un truc vraiment flippant. What the fuck? Putain, je viens d'entendre un bruit vraiment trop flippant venu des bois. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais j'avoue, j'ai eu un petit coup de pression là. Bon, on est le lendemain matin. Là, il est 6h46. Savoir qu'ici, il fait jour depuis 3h. Hein. Et on retourne au même endroit où j'étais hier soir et où j'ai entendu un bruit flippant. Finalement, j'ai dû back hier soir parce que il pleuvait trop, j'avais plus de luminosité, j'avais pas pris ma lampe. C'était trop dangereux avec tout le matos que j'avais. Et en plus, il y avait le bruit flippant. Sinon, je serais peut-être allé voir, mais là, j'ai pas osé. Du coup, on retourne voir. Là, c'est vraiment une ambiance vraiment brumeuse. On va voir si on a de la visibilité sur le lac. Bon bah on a fini notre petit séjour dans notre dortoir suédois. On retourne une dernière fois au grand observatoire près du Naturheim et après direction Tiveden. Coucou petit écureuil. Bon bah voilà, ça c'était le parc national de Stormos. Et maintenant, téléportation. Nous voici au lac de Vaterne, un tout petit peu plus grand que le plan d'eau de la prairie de Caen. Et on est plus précisément dans la ville de Jönköping.
10e plus grande ville de Suède, j'ai regardé sur Wikipédia, 88 000 habitants, la taille à peu près d'un Cherbourg. Nous voilà arrivés à notre hôtel près du parc national de Tiveden. C'est Maison Rouge, bien sympathique. Première chose qu'on a fait en arrivant, direct à la douche. Ouais, en vrai, ça faisait 3 jours que j'en avais pas pris, perso. En fait, au dortoir, près du parc national de Moss, où on était juste avant, c'était à la dure. Pas d'électricité et pas d'eau courante. Du coup, bah, pas de douche. Enfin, perso, c'était pas dérangeant, hein. On était focus dans les animaux. Enfin, marcher 10 heures par jour, c'est vrai que la douche, là, elle a fait du bien. Et sinon, bah, pour l'électricité, j'avais fait le stock de batterie, j'avais tout prévu. Et du coup, bah, ça m'a l'air bien sympathique ici. On va aller visiter tout ça. Rouge-gorge. Oh, la vieille maison. Vandramas Kapel. Ça me rappelle une petite vache à lait. Ok, c'est Pic Noir, sûr et certain. On entend chanter le Pic Noir depuis tout à l'heure. Et hier aussi on l'a entendu quand on était à Moss. Mais là vraiment il est au milieu des habitations. Faut vraiment qu'on réussisse à le photographier ou à le voir vraiment bien parce que tout à l'heure il a décollé dès que je l'ai vu. J'ai une photo floue dégueulasse. Mais c'est sûr c'est un Pic Noir. On voit pas sa calotte rouge. Mais c'est lui, c'est le Pic Noir. Attends. On va essayer de se mettre dans un angle où on voit sa calotte. Oh, c'est lui. Enfin, on peut poser un regard sur le majestueux Pic Noir. C'est le plus grand pic européen, avec une envergure pouvant atteindre 68 cm. On le reconnaît à son plumage entièrement noir et sa calotte rouge chez le mâle. Chez la femelle, c'est seulement la nuque qui est rouge. Au début, c'est un jeune qui a attiré notre attention. Tout en gardant nos distances avec le nid, on a fini par l'apercevoir avec sa tête qui dépassait de la cavité. En même temps, il n'était pas si dur que ça à trouver, il arrêtait pas de gueuler en plein milieu des habitations. Mais littéralement, notre chalet était à 30 mètres de l'arbre où il était. Et après avoir entendu tambouriner, on a repéré un mâle qui était juste dans l'arbre d'en face. Souvent dans les hêtres, le Pic Noir creuse une profonde cavité en forme de puits dans laquelle il installe son nid. Les jeunes quittent ensuite cette cavité au bout de 28 jours. Comme chez les autres pics, ces loges sont réutilisées comme nichoirs par de nombreuses autres espèces. En dehors de la période de reproduction, c'est un oiseau sédentaire, territorial et solitaire des grandes forêts d'Eurasie. C'est son jeune qui l'appelle. Il se nourrit d'insectes xylophages qu'il recherche dans les souches de résineux. Et hop, un deuxième pic de coffret. Doudou. Ouais, c'est un piqueur. Oui, je l'ai bien vu, j'étais juste à côté. Bon bah, on vient d'arriver, on a juste fait un petit tour. Et on a déjà coffré le Pic Noir. Trop bien. Encore et toujours des bergeronnettes. Je n'ai jamais vu autant de bergeronnettes grises qu'en Suède. Avec les pinsons des arbres, c'étaient les oiseaux les plus communs et de loin. La bergeronnette grise vit dans les espaces ouverts, souvent à proximité des habitations et des points d'eau, dans une grande partie de l'Eurasie. Elle niche dans les interstices des murs de pierre, sous les toits ou dans les trous d'arbres. Chose très amusante à observer lorsqu'elles sont à terre, les bergeronnettes agitent constamment leur queue, marchant une patte devant l'autre avec des brusques mouvements de tête. Le premier lynx du séjour. Quel chasseur hors du commun.
On est arrivé au parc national de Tiveden. Et là on entreprend la plus grande randonnée. 9,6 km autour de ce grand lac. Ouais, je pense qu'on en a pour la journée. T'es motivé? Motivé! Bon bah voilà la taille du bordel. Et puis c'est complètement la grande forêt autour. Il est sur son nid. C'est un pieuvre que j'ai jamais vu. Ça fait penser à un oiseau marin. Tu vas regarder? On voit bien ses rayures sur le dos. Je sais pas si tu le vois. Nouvelle coche dès le début de la journée lorsqu'on a aperçu sur le lac un plongeon arctique. C'est un oiseau piscivore au corps fuselé avec des bandes noires et blanches sur le côté du cou, la poitrine et sur le dos, ainsi qu'avec un damier sur le flanc et les ailes. Comme tous les plongeons, il capture ses proies sous l'eau, pouvant plonger jusqu'à 6 mètres de profondeur. Pendant la saison de nidification, le plongeon arctique est présent dans toutes les zones circumpolaires de l'Eurasie et du continent nord-américain, majoritairement dans les zones côtières. Sa zone d'hivernage est plus vaste, surtout dans la partie asiatique, où on le retrouve surtout au niveau des grands lacs profonds. Certaines populations peuvent parcourir jusqu'à 15 000 km lors des migrations. Bergeronnette pour changer. Allez, on embraye. On embraye, on embraye. Les Suédois, ils ont un délire avec les barbecues dans les parcs nationaux. J'ai trouvé un petit ver luisant. Allez, c'est par là? Ah ouais. Ouais, c'est un peu stylé là, non? Ouais. Ça vaut le coup de prendre un plan d'ensemble. On est à un peu plus de mi-parcours. Encore une belle loche. Bon vent, monsieur l'écureuil. Oh là, je tremble. On dirait une maison de castor. Oh les gnôttes, qu'est-ce que je ferais pas pour une gorgée de thon lait. Oh, y a des loups. On entend des loups aboyer. Ah, on se rapproche des loups. Ah, c'est technique.
Ah, c'est technique, surtout avec un 600 mm dans les mains. En fait, je sais même pas si c'est par là, j'ai pas vu de panneau assis. Oh. On arrive au point de vue. Bon bah, stylé le point de vue. On est au-dessus de la forêt. Ouais, sans passe point de vue, on a vraiment une vision d'ensemble sur le parc de Tiveden. Et on voit le lac de tout à l'heure là-bas. Je n'ai plus de jus. On est presque arrivé. Je suis vanné. Je dirais même que je suis vano UP. Bon, on est rentré. On aura mis 7 heures pour faire 9 km 5, 9 km 6. Sachant qu'on a fait plus que ça parce qu'on s'est trompé de chemin à un moment. Et que au final c'est super dénivelé. Bon bah il est même pas 5 h du matin, j'ai décidé de faire un petit tour autour de la baraque, car ici il fait jour genre à, je sais pas, 3h30, et on entend de la grosse texte suédoise dans toute la forêt, n'importe quoi. Je crois que ça vient de l'église Capelle en plus. Oh, ça balance grave. Une trace de mammifère. Bon, j'aurais vu qu'un piquet pêche pour cette petite balade matinale. Mais en tout cas, j'ai écouté du gros son, ça c'est sûr. Yo! Alors du coup, ce matin, c'est reparti pour un dernier trail dans la forêt de Tiveden en solo. Puis par la même occasion, en Suède. Celui-là, il est plus court que celui d'hier. Il fait que 4,6 km. Mais on s'enfonce beaucoup plus dans le cœur de la forêt. Et normalement, ce soir, à 16 h, on a un safari élan avec un guide naturaliste qui va nous emmener sur les traces de l'orignal. Alors on verra bien ce qu'on croisera comme bestiole. Oula, c'est pentu là. C'est pentu. J'entends un pinson très loin. J'entends un pinson des arbres. Ouais. On vient de voir un grand tétras s'envoler, mais je l'ai aperçu, j'ai reconnu la forme, et de toute façon c'était énorme le bruit que ça a fait. On va voir, il est parti en contrebas, si on peut réussir à le voir, mais c'était impressionnant la vache. Grand tétras. J'ai essayé de m'enfoncer dans la forêt pour voir le grand tétras, mais je le trouve pas. En plus je suis en équilibre sur une espèce de gros tronc, mais je pense que c'est mort là, on l'aura pas. C'était vraiment impressionnant de le voir s'envoler, mais il est parti trop vite quoi. Dame. Ouais, c'est clairement plus pentu qu'hier. Ce gros caillou, il appelle la Troll Church. Ah, c'est la première fois que je vois ça, c'est un barrage de castors sur un caillou en pleine forêt hors de l'eau. Vraiment stylé. Hein. Bon, on est à la moitié du chemin et on n'a pas revu de grand tétras. La deuxième partie du trail est beaucoup plus facile. Ça n'a rien à voir. Il y a moins de relief. Ah, ça c'est du platier. Hein. Avec un peu de chance, on va trouver du homard là-dessus.
Ouais, c'est bon, je suis stop. Encore un nid de formica. Il y en a vraiment partout dans ce pays, c'est un truc de fou. Comment ça grouille. Oh, c'est trop le kiff. Bonne nuit. Et en vrai, plus besoin de louer des trucs pour dormir. Hein. Regarde comment je suis tellement bas dans ma caisse. Je vois même pas les vitres. Ouais, la BLF. Ouais. Je gêne. En fin d'après-midi de cette dernière journée en Suède, nous avions rendez-vous avec David, un guide naturaliste de la région qui devait nous emmener faire un safari élan. C'est bon, on a enfin rencontré David, notre guide pour le safari élan. Il nous a emmené à un spot qu'il connaît bien dans la forêt. Là on est en train de faire un feu pour préparer à bouffer. Par contre c'est blindé de moustiques, je me suis fait défoncer. Et on va pas tarder après bouffer à aller spotter pour voir de l'élan, peut-être d'autres choses. C'est cool, il nous apprend plein de trucs, ça fait depuis qu'il est né qu'il est là, donc il connaît trop bien le spot. Par contre, comment dire, heureusement que c'est le dernier jour en Suède, parce que voici l'état de ma godasse. Donc on va pas aller très loin avec ça pour les trails, hein. Heureusement que c'était le dernier ce matin. Yes. So, in October when the hunt starts, it will weigh around 80-90 kilos. Okay. So it's a pretty big size, like how it grows. And during the winter, it won't grow that much. Winter is starvation time. La période de reproduction commence mi-septembre avec une gestation qui dure environ 8 mois. La femelle fait une portée comprenant généralement 1 ou 2 petits, rarement 3. Les fans pèsent entre 11 et 15 kg à la naissance et sont déjà capables de tenir debout. Le régime alimentaire de l'élan est composé de végétation terrestre et aquatique. Big area in the sinuses. the sinuses, yes. And they have many receptors for smelling here. Yeah. And that goes up to the brain. Yeah. And you could see more pieces of the smelling organ inside. Ah yes, ok. Seuls les élans mâles possèdent des bois, qui peuvent dépasser 1,60 m de largeur. À chaque printemps, les bois commencent à pousser. Puis pendant la saison d'accouplement à l'automne, les mâles se disputent les femelles lors de combats énergiques. Après la période de rut, les bois se détachent et leur emplacement reste marqué par un pédicule jusqu'à la croissance des nouveaux bois. En se débarrassant de ces structures massives qui peuvent peser jusqu'à 27 kg, les élans conservent ainsi leur énergie pour l'hiver. So I walk down to the lake and I see some bones. I could definitely see it's not human bones, it's bigger. So no scary, stuff. Scary And then I think, so who is it? Where's the head? So I go around look, because foxes they scavenge, take away bones. And then in the bushes like blueberries or mosses, I see like a crown coming up, and it was this, and I'd be like, woohoo, it's treasure. And so I bring it home. I had the small French car, the Renault Clio, and it did fit, very good. And I took it home to the bathtub, start cleaning. There was no flesh, but there was moss. And my ex-girlfriend come in. What are you doing? And I feel like I'm 5 years old, like being caught. I'm just cleaning my treasure. It's like, take it out. I don't, But then, I clean it and it's like this. So it's in Swedish you call this odd 10.
because it has 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. But then you say odd 10. It's just how we do it. So this is a big bull. I'm gonna tell what I think, crime scene investigation, why he died later, but I let you hold it. On avance dans le safari. Oh, désolé. Désolé. J'ai pas fait exprès. This is great area for moose to stay, to hide and to live in. On rencontre souvent l'élan dans les zones humides, comme les marécages ou près des rivières. Ses sabots élargis lui permettent de nager facilement et de ne pas s'enfoncer dans les sols mous. Tout le contraire de nous, puisqu'à chaque pas on s'enfonçait de 30 cm dans la tourbière. Je sais pas pourquoi ça me fait vraiment trop penser à Dark. Ça va, tu lui mets bien? Là-bas, un castor. Non, c'est faux. Là-bas, un lynx. Are we all ready? Yeah. Yes. Here we go. So we haven't talked about how the moose communicate with each other. Après une petite balade en forêt, David nous a emmené faire le tour de tous les spots à élan qu'il connaissait dans le coin. So this is a model woodcock. It likes to stand to be a model. You see? Yeah. It has the small baby. Look! It has the small baby. There's a baby in the bag. On a vu un paquet de chevreuils, road deer comme ils les appellent, mais au bout de quelques heures, quand la nuit commençait à tomber, on désespérait de croiser un élan. Quand soudain... No. Stop. Yeah, Stop. I'm just gonna The King of the Forest. It's listening. Look at the ears. So maybe it come back to the rock. It's at, like I said, it went to the salt rock to lick some salt. Look now. It's walking away. It's the young one. You see, it's not that big, and the body is kind of slender. L'élan est le plus grand cervidé du monde. Les mâles pèsent entre 500 et 700 kg pour 2,30 m au garrot. Les femelles pèsent entre 350 et 580 kg pour 1,60 m au garrot. Contrairement à la plupart des autres cervidés, l'élan est un animal solitaire et ne forme pas de troupeau. Il affectionne les forêts boréales et tempérées de l'hémisphère nord. Son nom scientifique est Alces alces. À savoir que les populations d'Amérique du Nord sont parfois considérées comme une espèce distincte, Alces americanus. Au final, espèce ou sous-espèce, ce n'est pas très important. Les élans d'Amérique du Nord sont tout de même plus balèzes que ceux d'Europe. Pendant l'Antiquité, l'espèce était florissante en Gaule et en Germanie, comme l'attestent de nombreux textes et ossements. Comme pour le roc, des populations relictuelles ont survécu jusqu'au Moyen-Âge, notamment dans les plaines humides. Dites-vous qu'on pouvait observer des élans en Normandie, bordel! Peu après le règne de Charlemagne, l'élan disparaît de France. Aujourd'hui, il se rencontre principalement en Scandinavie. À plusieurs reprises, David faisait des imitations d'élan pour attirer son attention. Au final, en cette dernière journée en Suède,
ce n'est pas moins de 3 élans que nous avons pu observer. 3 jeunes femelles d'après David. Super sympa David, il m'a filé du scotch pour que je puisse réparer ma pompe.